Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site histoireetcivilisation.com à partir d'€1 par mois. Gérard Haro, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Je vous ai reçu la semaine dernière pour évoquer vos histoires diplomatiques, des moments diplomatiques de l'histoire de France et de l'Europe, des leçons d'hier pour le monde d'aujourd'hui. Il s'agissait du titre du livre paru chez Grasset il y a déjà plusieurs mois. Et vous venez de publier Nous étions seuls, une histoire diplomatique de la France, 1919-1939, paru chez Talandier et qui est précisément l'objet de notre émission, donc consacrée à l'entre-deux-guerres et la politique étrangère de la France. Je plonge dans le sujet. Gérard Haro, pardon, j'ai oublié de dire à nos auditeurs que vous êtes ancien ambassadeur en Israël, ancien représentant permanent de la France auprès des Nations Unies à New York et que vous avez été aussi ambassadeur de France aux États-Unis. Comment construire une paix stable, Gérard Haro, alors que le vaincu, l'Allemagne, ne reconnaît pas sa défaite? Vous montrez bien qu'au printemps 1918, l'Allemagne est au fait de sa puissance. Oui, l'Allemagne vient en réalité à gagner la guerre à l'Est et va la perdre à l'Ouest. Mais elle l'a gagnée à l'Est, elle a imposé des traités léonins à la Russie des Soviets, mais aussi à la Roumanie. Elle s'apprête à fournir un roi à la Finlande et elle ramène toutes ses troupes du front de l'Est pour gagner la guerre sur le front de l'Ouest avant que les Américains n'arrivent. Et donc on aura au printemps, à partir du printemps 1918, une série de coups de boutoir de l'armée allemande. À un moment, le corps expéditionnaire britannique d'ailleurs vacille et c'est l'armée française qui va peu à peu, elle aussi d'ailleurs, subir de reculer. Les Allemands reviennent sur la Marne. À un moment, on pense qu'ils peuvent aller jusqu'à Paris. Puis finalement, l'armée française reprend l'offensive à partir de la mi-juillet. Et le 8 août, Ludendorff, qui est le chef d'état-major de l'armée allemande, enfin l'adjoint au chef d'état-major Hindenburg, puisque l'empereur est le chef au moins nominal, Ludendorff dira c'est le jour le plus noir de l'histoire de l'armée allemande, le 8 août. Et ensuite, les Alliés vont peu à peu avancer et l'armée allemande va reculer. Mais ce qui est frappant, c'est que à Berlin, on ne s'en rend pas compte, parce que les chefs militaires, qui en réalité ont pris le pouvoir en Allemagne depuis 1917, qui ont instauré une véritable dictature de la guerre, eh bien, les chefs militaires le cachent aux autorités politiques. Et lorsque Ludendorff dit au chancelier le 29 septembre, il faut demander l'armistice, eh bien, c'est la consternation, la stupéfaction. Et donc, vous avez pendant plusieurs semaines un spectacle absolument surréaliste en Allemagne. Vous avez les militaires qui sont de plus en plus pressants en disant il faut négocier, il faut demander l'armistice, et les civils qui au contraire, et là je ne parle pas des milieux ultranationalistes, les civils qui disent mais non, on est prêt à se battre, ce n'est pas possible, il nous faut une guerre, il nous faut une paix dans l'honneur, et finalement le pouvoir civil sera emporté par la révolution le 5 novembre, et donc on arrive à l'armistice du 11 novembre 1918. Est-ce que la France, l'Angleterre, les États-Unis devaient continuer la guerre au fond pour obtenir une victoire écrasante? Eh bien, le commandant américain Pershing et le Pétain, qui est le chef de l'armée française, puisque Foch est le chef interallié, pensent qu'il faut aller jusque sur le Rhin pour bien faire comprendre aux Allemands qu'ils ont perdu la guerre. Mais cette vision militaire, évidemment, n'a aucun sens politique, parce que les Alliés viennent de subir les peuples alliés viennent de subir une saignée absolument atroce, et on ne peut pas continuer le combat un jour de plus que nécessaire. Et donc l'armistice doit être signé le plus rapidement possible. Et là, Clemenceau et Foch sont absolument d'accord. Il faut mettre un terme à la saignée, aux tueries. Est-ce que la question, au fond, de la défaite réelle de l'Allemagne
pose en retour ou en effet de miroir la réalité de la victoire française. Oui, parce que on peut, si vous regardez l'Europe de 1919, vous vous dites que quelle est la grande puissance européenne? C'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a 65 millions d'habitants, elle n'a pas connu la moindre destruction pendant la guerre. C'était une puissance industrielle, elle le reste, une puissance démographique, elle le reste, et en plus autour d'elle, elle n'a plus l'Empire russe, puisque les soviets ont été renvoyés dans leur steppe, et on a à la place une Pologne faible, multiethnique, et l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui était moins docile qu'on ne l'a dit, aussi a disparu au profit d'États qui sont au moins aussi artificiels que la double monarchie. Et donc, vous regardez, et en face, il n'y a qu'un pays, potentiellement, la France, mais la France, c'est 40 millions d'habitants, et surtout, c'est un pays qui a été saigné à blanc. Et c'est un pays dont une grande partie des capacités industrielles ont été ravagées par la guerre et aussi par l'armée allemande qui a tout détruit lorsqu'elle s'est retirée à l'automne 1918. Alors nous allons entrer dans une période qu'on connaît au fond assez peu, mais qui est la période qui précède en quelque sorte la signature du traité de Versailles. Dès les négociations de paix entamées, la question de la Rhénanie est au cœur des réflexions françaises sur l'après-guerre, et cette question va hanter les Français jusqu'en 1924. Alors, ce qui est important à souligner, c'est que la France n'a jamais demandé l'annexion de la Rhénanie. La France a toujours considéré que le Rhin devait être sa frontière militaire et que donc pour s'assurer de cela, il fallait trouver une solution. Alors cette solution pouvait être l'indépendance d'un État rhénan ou ça pouvait être l'occupation permanente de la Rhénanie par l'armée française, mais c'était vraiment une idée très forte de Foch, c'était notre frontière de sécurité, c'est sur le Rhin. Et les Anglais et les Américains le refuseront, disant que c'est une manière de créer une nouvelle Alsace-Lorraine. Et puis, dans les temps démocratiques, on ne peut pas annexer, comme Bismarck annexait l'Alsace-Lorraine en 1871, mais ils font une proposition à Clémenceau. Ils lui disent, signons un traité d'alliance, la Grande-Bretagne et les États-Unis accorderont leur garantie à la France. Et là, Clémenceau, on le sait pas assez, Clémenceau a une vision atlantique de la France, et donc son objectif, c'est finalement de consolider l'alliance des trois nations démocratiques, et pour lui, ce traité de garantie est le meilleur résultat qu'il puisse obtenir. Donc la France renonce au contrôle de la Rhénanie, si ce n'est jusqu'en 1935, une Rhénanie démilitarisée, mais sans l'armée française, et nous avons ce traité de garantie qui est signé, on l'oublie, le même jour que juste quelques heures avant le traité de Versailles, le 28 juin 1919. Mais vous le savez, les Américains ne vont pas ratifier le traité de Versailles et donc ne ratifieront pas le traité de garantie. Et du coup, les Britanniques en profiteront pour prendre la tangente et eux non plus ne pas donner de garantie à la France. Donc c'est vrai que, d'une certaine manière, Clémenceau a été dupé. Alors nous allons revenir sur ce marché de dupes au fond. Je souhaiterais m'arrêter aussi sur le rôle du président Wilson parce que il est essentiel dans l'écriture du traité de Versailles. C'est un homme qui a derrière lui, on va le dire, toute une idéologie, toute une conception de l'Europe et même une conception philosophique. Ah totalement. Wilson est, je dirais le meilleur exemple de ce que j'appellerais le diplomate américain typique, c'est-à-dire on ne sait jamais si on a en face de soi un prêcheur protestant, un ami fidèle, un commerçant, et donc souvent ils sont les trois, au moins les trois à la fois. Et donc vous avez ce Wilson, presbytérien, très religieux, et qui est convaincu, comme beaucoup d'Américains encore aujourd'hui, de la corruption des Européens. Au fond, pour lui, cette guerre est la conséquence de la corruption des Européens, et il inclut dans la corruption des Européens, naturellement, à la fois les Britanniques et les Français. Et donc, lui se voit comme une sorte de prophète, et il le dit dans ses discours au Congrès américain, en 1917 et 1918, il dit « Nous allons apporter les lumières de l'Amérique au monde, nous débarrasser de cette politique d'équilibre, cette réelle politique,
nous allons mettre à la place de la guerre, à la place des mobilisations, une politique étrangère qui sera fondée sur la transparence. Alors ça, c'est très protestant, hein, la transparence, mais aussi fondée sur la négociation, sur le compromis, et ce sera dans le cadre d'une société universelle, une société des nations qui assurera la sécurité collective de tous les États. Il arrive donc en Europe en décembre 1918 et il est accueilli triomphalement par les populations. Parce qu'il faut quand même imaginer qu'en décembre 1918, les peuples européens se réveillent de 4 ans d'atrocités sans précédent, et ils ne savent pas pourquoi. Au fond, on a complètement oublié le pauvre archiduc François Ferdinand. On ne comprend pas comment une civilisation a pu s'effondrer ainsi. Et donc, vous avez cet homme qui arrive des Amériques et qui dit « je n'ai pas d'intérêt ». Les États-Unis ne demandent rien. Eh bien, je vais vous apporter quelque chose. Je vais vous apporter la paix. Je vais vous apporter une nouvelle politique étrangère. Il est accueilli triomphalement à Paris, à Rome, à Londres. Et ça ne fait que renforcer sa conviction d'être justement le prophète que le monde attend. Alors venons-en au traité de Versailles. Il s'agit d'un traité qui est critiqué au fond très rapidement, autant par Keynes que les conséquences économiques de la paix, que par Bainville, les conséquences politiques de la paix. Mais leur vision, ou plutôt leur conclusion, est totalement différente. L'un, c'est un point de vue, on va dire, économique anglais. L'autre, c'est un point de vue politique purement français. Alors, le problème, c'est lorsque vous avez un événement aussi important que le traité de Versailles, ensuite vous le jugez par la suite, si j'ose dire. Mais vous connaissez l'histoire, hein, vous connaissez l'histoire, et ensuite vous le jugez aussi en faisant abstraction des conditions du moment. Vous avez un jugement, je dirais, purement conceptuel sur le traité. En réalité, il faut se rappeler, évidemment, dans quelles conditions le traité a été négocié, et je viens juste de les expliquer. C'est la colère des opinions publiques dans des États démocratiques qui cherchent à comprendre. Et pourquoi avoir perdu 1 400 000 morts? La seule explication, c'est évidemment l'Allemagne. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la colère des peuples contre l'Allemagne, et en particulier parce que les 3 pays démocratiques vont avoir des élections, et toutes ces élections amènent évidemment des majorités nationalistes. Les parlements anglais d'abord, dès décembre 1918, mais ensuite français, la Chambre Bleu Horizon, et américain, vous avez des majorités nationalistes qui disent l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui est le responsable de tout. Deuxième élément qu'on oublie, c'est que la guerre, il a fallu la financer. Et on découvre en 1918 que les Anglais, les Français encore plus, l'ont financé par la création monétaire et par l'emprunt. Et que la situation budgétaire des vainqueurs est désastreuse. Et que donc il faut trouver un moyen pour financer la guerre et financer la reconstruction et rembourser les emprunts. Et donc vous avez, qu'est-ce que vous faites? Augmenter les impôts, mais comment voulez-vous augmenter les impôts après 4 ans de guerre? Non seulement les gens ont risqué leur vie, mais au retour on va les plumer, et avec de surcroît des parlements conservateurs qui ne veulent pas évidemment punir leur propre électorat de classe moyenne. En ce qui concerne alors la dévaluation est la deuxième solution, mais la dévaluation, ça va à l'encontre de tout ce que les gens de cette époque croient. C'est un siècle de stabilité monétaire, le franc germinal, et on ne sait pas ce que c'est la dévaluation à l'époque, et donc il reste une solution, c'est l'Allemagne paiera. Et donc, on s'engage aussi dans cette affaire des affaires des réparations. Où d'ailleurs, les Britanniques ont une culpabilité centrale, parce que ce sont eux qui exigeront que l'Allemagne paye tous les frais de la guerre. Parce que si c'était simplement les dommages de la guerre, il n'y aurait eu finalement que la France et la Belgique qui auraient reçu des réparations d'ailleurs légitimes, et les Anglais n'auraient reçu bien peu seulement pour les bateaux qu'ils avaient perdus. Ce sont donc les Anglais qui créent le problème des réparations, un problème qui va empoisonner la vie internationale pendant 15 ans. Alors ils vont créer le problème, puis vont s'en retirer très rapidement parce que leur situation financière le permet. Est-ce qu'il faut réhabiliter le traité de Versailles aujourd'hui? Est-ce que ce traité, au fond, n'avait-il pas une forme de flexibilité? Il permet autant, on va dire, l'occupation de la Ruhr que le traité de Locarno en 1925. Alors d'abord, je dirais que vous avez tout à fait raison de le souligner. Ce traité aurait pu être interprété de manière flexible. Il aurait pu
conduire à une réconciliation, mais ça n'était possible que si, aux côtés de la France, les Anglais et les Américains étaient restés. Et là, la France se retrouve toute seule face à l'Allemagne pour mettre en œuvre le traité de Versailles, puisque les Américains ne l'ont pas ratifié et que les Anglais très rapidement se désintéressent des affaires du continent. Et donc la France est vu sa faiblesse, est réduite au rôle un petit peu de huissier hargneux. Mais le vrai problème du traité de Versailles, il est du côté allemand. En réalité, les Allemands n'ont jamais voulu l'appliquer. Mais alors, certains, et surtout les Anglais, M. Keynes en particulier, disent « Ah oui, parce le traité est trop dur ». Mais jamais personne n'a pu formuler vraiment les dispositions du traité qu'il aurait fallu modifier pour obtenir une acceptation de l'Allemagne. L'Allemagne n'accepte pas sa défaite. Et donc, elle n'accepte pas un traité qui consacre sa défaite. Le traité en lui-même, d'un point de vue allemand, les Allemands ne perdent quasiment pas de territoires allemands. L'Alsace-Lorraine, c'est la France. Il y a un plébiscite en Silésie. On essaye de tracer au mieux une frontière entre régions à majorité polonaise et régions à majorité allemande. Il y a un plébiscite à la frontière danoise. Et après la guerre, il y a au plus, en dehors des frontières du Reich, à peu près 1 million d'Allemands. L'Alsace-Lorraine, en 1871, c'était 1 600 000. Non, c'est le vrai problème est là. C'est dès 1919 ou 1920, les Allemands, au fond, sont conscients de leur force, de leur puissance, et ils veulent que leur statut international reflète cette puissance, et donc un traité de défaite, quel qu'il soit, ne le permet pas. Il faut donc essayer de le renverser, en tout cas de ne pas l'appliquer loyalement. J'en viens aux réparations. Était-elle si accablante que cela? Dans les faits, absolument pas. Dans les faits, comme je l'ai dit, d'abord, le problème a été créé par les Britanniques qui ont voulu aller au-delà des dommages de guerre. Mais dans mon livre, j'explique les débats sur les réparations, les étapes successives. Mais aujourd'hui, plus aucun historien n'estime que les réparations n'ont été accablantes. Les Allemands, finalement, en 12 ans, entre 1919 et 1932, ont, en proportion de leur produit intérieur brut, payé aux Alliés autant que la France avait payé entre 1871 et 1873, en 3 ans, la fameuse indemnité qui nous était imposée au traité de Francfort, parce que non seulement nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine, mais nous avons payé 5 milliards de francs or, c'est-à-dire 3 années de budget 1869. Et donc l'Allemagne, entre 1919 et 1932, paye à peu près autant. Mais toute l'affaire est une affaire essentiellement psychologique. C'était le symbole de l'humiliation d'une Allemagne qui finalement ne veut pas accepter, comme je l'ai dit, n'accepte pas sa défaite. Alors quand Raymond Poincaré décide d'occuper la Ruhr, est-ce que c'est un homme qui fait preuve d'ambition? Était-ce là un moyen pour la France de recouvrer sa liberté? Le problème auquel se heurte Raymond Poincaré lorsqu'il devient président du Conseil, donc en 1922, c'est que très rapidement, il se rend compte que l'Allemagne ne veut pas payer. Donc l'Allemagne n'en est même pas à vouloir réduire le montant des réparations. L'Allemagne demande vraiment d'arrêter le paiement et ne fournit aucune garantie qu'elle reprendra les paiements. Les Anglais s'en désintéressent et donc Poincaré pendant une année, pendant toute l'année 1922, va traîner les pieds, parce que sa majorité nationaliste, la majorité de la Chambre Bleu Horizon, le président de la République, Alexandre Mitterrand, tous ces gens disent, on est quand même finalement 3 ans après la fin de la guerre, disent il faut prendre des gages, il faut réagir, nous ne pouvons pas accepter que le traité soit piétiné 3 ans, même pas 3 ans après sa signature. Et il va traîner les pieds, Raymond Poincaré, et finalement devant la mauvaise volonté allemande, avec l'Italie et la Belgique, nous ne sommes pas seuls, il occupe la Ruhr donc en janvier 1923. Mais il dit qu'il ne va chercher que du charbon. Oui, parce que l'homme, dans mon livre, vous l'avez peut-être constaté, je fais pas mal de portraits, parce que ce sont des hommes politiques qui pour nous sont surtout des noms de boulevards et d'avenues, mais ce sont des êtres humains qui ont eu à traiter, qui ont été des acteurs d'une tragédie, parce que ce livre, c'est quand même une tragédie d'aller de la victoire de 1918 à la défaite de 1940, de rotonde à rotonde, et donc
ce sont des acteurs qui sont intéressants, qui font face à des situations difficiles, et Raymond Poincaré est l'un d'entre eux. Raymond Poincaré, le général de Gaulle disait, c'était un commis de première qualité, c'est-à-dire il manque d'imagination, il est indécis, même si c'est une belle machine intellectuelle, et il occupe la Roure finalement contre sa volonté, parce que occuper la Roure, c'est le conflit avec la Grande-Bretagne, et de nouveau, il manque d'imagination, il n'a pas vraiment de plan. Parce que si vous occupez la Roure contre la volonté britannique, la logique de ce qu'il fait, c'est la crise avec les Britanniques et c'est la négociation directe avec les Allemands. Et donc en septembre 1923, nous avons gagné, l'Allemagne est à genoux, et Stresemann, le nouveau chancelier allemand, dit « je suis prêt à négocier avec la France ». Et donc c'était le moment où Poincaré aurait pu avoir une négociation franco-allemande, où le problème aurait été réglé entre les deux, mais c'était évidemment la rupture avec les Anglais. Et ça c'est un élément essentiel de ce livre, c'est tout au long de la 1919-1939, les Français sont persuadés qu'ils ne peuvent pas se permettre de rompre avec les Britanniques. Et donc, ça en est d'ailleurs dans les années, lorsqu'on arrive à 36-37, ça en devient un peu pathétique, pitoyable pour notre pays. On attend que les Anglais se réveillent. On est persuadé qu'on a raison, et on a raison, c'est-à-dire on voit le danger allemand, mais de nouveau, on n'a pas la force d'aller tout seul. Et donc, on le voit bien à l'automne 23, au lieu d'aller de l'avant, ce qui était la logique de l'occupation de la Roure, Poincaré refuse devant l'obstacle, et de manière assez paradoxale, il va accepter un arbitrage britannique, et un arbitrage britannique qui ne peut être évidemment qu'en faveur de l'Allemagne. Alors, est-ce que Locarno 1925 et la réconciliation, que je mets entre guillemets, franco-allemande, est une faute politique? Dit autrement, est-ce que Locarno est un marché de dupes? On parlait de marché de dupes tout à l'heure à propos de Clémenceau et du traité de Versailles. Est-ce que Aristide Briand, qui signe avec Stresemann ce traité, est-ce que Aristide Briand est la victime de ce jeu de dupes? J'ai envie de dire la victime consentante. Moi, je suis évidemment, ce livre, il y a aussi des partis pris par rapport aussi à ces hommes politiques, et je dois avouer que je nourris une certaine admiration pour Aristide Briand, qui est contrairement à ce que sa rhétorique enflammée, un peu ridicule, peut laisser suggérer, est en réalité un réaliste froid, et il dit très clairement: je mène la politique étrangère de notre démographie. Et il dit aussi, le traité de Versailles nous a donné des avantages, comme l'occupation de la Rhénanie, mais ces avantages, on va les perdre dans 10 ans, en 35, pour la Rhénanie, et dit-il, autant les monnayer maintenant, qu'ils ont encore une valeur, parce qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochera de 1935, ça n'aura plus aucune valeur. Parce qu'en 35, il devait y avoir un référendum. Non, sur la Rhénanie, il devait quitter la Rhénanie, c'était la Sarre, le référendum c'était sur la Sarre, et la Rhénanie, on devait partir en 35. Et il dit plutôt, essayons de monnayer cet avantage, et justement pour aboutir à une certaine réconciliation, une réconciliation franco-allemande, et le début de cela, ce sera Locarno. Et Locarno, Kissinger dit très justement, il dit Locarno, c'est au fond la reconnaissance de la fin de la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait gagné à l'Est et elle avait perdu à l'Ouest, et Locarno, ce n'est que la garantie des frontières des frontières de l'Ouest. L'Allemagne refuse de garantir ses frontières à l'Est, elle conserve ses revendications territoriales aux dépens essentiellement de la Pologne et bientôt aux dépens de la Tchécoslovaquie. Et pas à pas, petit à petit, il se construit un rapprochement franco-allemand avec du côté allemand Stresemann. La situation financière en plus est bonne. La fin des années 20, c'est jusqu'en 1929, la situation est bonne. Aux élections de 1928, Hitler fait 2,8% aux élections et le parti nationaliste, le DNVP, lui perd 30 sièges. Donc on a l'impression que la République de Weimar est en train de s'enraciner. En réalité, c'est la crise de 1929 qui remet tout en cause. Alors Stresemann meurt en octobre, mais c'est la crise de 1929 avec la politique de déflation sauvage conduite par le chancelier Brüning en Allemagne. On arrivera en 1932 jusqu'à un tiers des Allemands sont au chômage. Aucun régime n'aurait résisté à ce remède de cheval. À un moment dans mon livre, je fais un peu le parallèle avec la Troisième République française qui était née elle aussi dans la défaite, avec l'amertume de la perte de l'Alsace-Lorraine, avec toutes les
les élites monarchistes et bonapartistes qui étaient hostiles au nouveau régime. Et finalement, elle s'était enracinée. On a vu notre général Boulanger, et il avait échoué. Et pourquoi pas? Pourquoi est-ce que la République de Weimar n'aurait pas pu s'enraciner de la même manière? Il y avait eu le camarade Hitler, mais qui avait échoué dans sa tentative de putsch à Munich en 1923, et le régime petit KKA était en train, lui aussi, de réussir. C'est la crise de 29 qui emporte tout. De nouveau, Hitler n'est pas le fils du traité de Versailles, parce que le traité de Versailles était critiqué par tous les partis. C'était un grand sujet des partis politiques allemands. Il est le fils de la crise de 1929. Alors malheureusement, Gérard Haro, le temps passe très vite, trop vite. Je souhaiterais, après que vous ayez réhabilité Briand, vous réhabiliter aussi un autre personnage, Louis Barthou. Oui, Louis Barthou, c'est... Je réhabilite Louis Barthou, et par ailleurs, j'insiste beaucoup sur celui qui ne s'est pas trompé, c'est-à-dire Jacques Bainville, quand même. Donc Louis Barthou, parce que ce petit homme qui arrive un peu par hasard, ministre des Affaires étrangères en février 1934, dans le gouvernement d'Union nationale, qui fait suite aux émeutes du 6 février 1934, eh bien lui, tout de suite, il voit le problème, et il a une politique ferme et une politique cohérente, qui est finalement le retour de l'alliance avec la Russie, parce que pour lui, le danger allemand est évident. Et il ne sera ministre que de février en octobre. Il est assassiné en octobre 1934 à Marseille avec le roi Alexandre de Yougoslavie, et il va mener tambour battant le Quai d'Orsay, où il arrive à 6h du matin. J'imagine mes collègues du Quai d'Orsay avec un ministre à 6h du matin au bureau. Ça a dû les changer. Donc il va aller tambour battant, faire admettre l'URSS à la Société des Nations, et il se trouve que l'URSS de son côté a compris également le danger du nazisme, elle n'avait pas compris dans les années 30, et qu'elle est prête, elle aussi de son côté, à se rapprocher de la France pour s'opposer à l'Allemagne. Donc là, il y a une politique ferme, et quand on lit les télégrammes diplomatiques de l'époque, on voit un ministre qui sait où il veut aller, qui tient sa maison. C'est un grand homme. Et je voulais insister aussi sur Jacques Bainville, parce que vous avez eu raison de souligner le livre Les conséquences politiques de la paix, qui est un livre absolument hallucinant de prescience. Il prévoit tout. L'Anschluss, il prévoit l'alliance entre les soviets et les Allemands aux dépens de la Pologne, et donc il montre bien la crise qui se profile. Mais je souligne dans mon livre, en parlant de Bainville, qu'en même temps, et ça montre la tragédie un petit peu à laquelle font face les hommes politiques, au fond, il ne propose pas vraiment de solution. Parce que la seule solution qu'il propose, c'est finalement de tenir l'Allemagne au collet, c'est-à-dire une sorte de faire de la France une sorte de Sparte, toujours militarisée, toujours militaire, pour pouvoir imposer le traité de Versailles à un pays qui évidemment va essayer de s'en libérer. Or, et ça c'est une vérité profonde, c'est la France de l'époque est complètement épuisée. La France est le pays le plus pacifiste de la Terre. Elle a perdu 1 400 000 de ses enfants, et elle considère le retour de la guerre avec une terreur qu'on peut comprendre. Et je crois qu'une des conclusions de ce livre, c'est quand même un petit peu la compassion. La compassion pour nos arrière-grands-parents et nos grands-parents qui, sortant d'un cauchemar, se sont vus soudain réapparaître la perspective d'un retour du cauchemar. Alors Bainville meurt en février 1936, quelques semaines après. C'est la remilitarisation de la Rhénanie. Nous allons terminer sur cette image. C'est la première étape de la chute, la remilitarisation de la Rhénanie. On peut même dire que c'est la chute, parce que donc le 7 mars 1936, l'armée allemande rentre en Rhénanie, qui aurait dû rester démilitarisée, selon non seulement le traité de Versailles, mais aussi l'accord de Locarno. Eh bien, c'est le dernier moment où la France, toute seule, peut arrêter l'Allemagne. Parce que l'armée allemande n'est pas du tout reconstituée, et c'est quelques bataillons qui rentrent en Rhénanie, et
la France, une fois de plus, est en campagne électorale, le gouvernement est un gouvernement de transition. Et puis, il y a aussi autre sujet, on aurait beaucoup de sujets à évoquer, la stratégie militaire strictement défensive que cette France saignée à blanc, on peut le comprendre, a adoptée en 1928. Et donc, lorsque le président du Conseil, Pierre-Étienne Flandin, demande au chef d'état-major « Qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Réponse « Rien, si ce n'est la mobilisation générale. » Évidemment, vous imaginez bien qu'en pleine campagne électorale, on ne fait pas la mobilisation générale parce que l'armée française n'avait pas de corps comme le réclamait le général de Gaulle et le commandant de Gaulle à l'époque et le général Étienne n'avaient pas de corps capable de mener une offensive. Elle aurait été très courte, il n'y avait que quelques bataillons allemands et l'état-major allemand a été prêt à renverser Hitler à ce moment. Oui, on sait qu'Hitler aurait reculé à cette époque-là. Voilà. Merci beaucoup Gérard Haraud d'être venu à notre micro afin d'évoquer cet entre-deux-guerres de la diplomatie française. Nous étions seuls. Une histoire diplomatique de la France 1919-1939, un livre paru dans la collection Essai chez Talandier. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous invite à écouter donc l'histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui, une émission que nous avons enregistrée la semaine dernière. Et il s'agit du titre de votre ouvrage paru en 2022, paru chez Grasset. Un grand merci à vous. Merci beaucoup de votre accueil. Et il me reste à vous remercier, très chers auditeurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.